Allez. Au M1, par exemple, j'avais perdu ma mère 6 semaines avant le combat. Non, t'es pas là pour faire les poches, frérot. Hein? Non. Attention les gars, attention. C'est Ninja Warrior. Il a été dit qu'en Thaïlande, j'ai attrapé des staphylocoques. On dit pas que c'est toi, t'inquiète, je te fous le visage. Romain, il est généreux sur la droite de toute façon, donc sois généreux. Je suis pas fatigué. Salut, c'est Mickaël. Je vous propose de vivre une journée avec moi en immersion. On va aller à l'entraînement, etc. pour le KSW pour suivre un peu la préparation du combat. Le KSW 101 le 20 décembre. Combat à Mickaël Lebou contre Romain Debienne. Bien dormi? Ça va bien. Voilà, tranquillement, on vient de se réveiller. Oudina, il a dormi là-haut. On attend Kevin Fall. Et on décolle tranquillement. Et là, je prépare mon petit déjeuner. Un Reese's et une canette. C'est les excès que je m'autorise encore. Voiture belge. Ça ou quoi? Ça m'étonne. Ça va? C'est bien gros là. Je suis plus gros que toi là. Non, pas sûr, non. C'est où qu'on baisse, Oudi? Ah, c'est là? Et ben on se dirige tout droit au Mamoudi Gym. Donc ça va être une session MMA sparring dirigée par Nicolas Haute. Bah ouais, j'ai changé pas mal d'équipes. J'ai commencé à la FFA. Mais ce qui reste en mémoire en général, c'est les bons souvenirs et c'est surtout les rencontres. À la FFA, par exemple, j'ai fait la connaissance de David Beer, Taradbi, Kevin Fall. Fernand Lopez, on l'a connu là-bas. Puis après, il y a eu le même MMA Factory dans lequel on a connu encore plus de sparring. Forcément, j'ai goûté à l'UFC là-bas, donc c'est des souvenirs incroyables. À Hobby Fight, ça a été une autre aventure parce qu'on avait déjà un certain nom dans le MMA, mais on a fait des belles aventures. C'est là-bas que j'ai fait tout mon parcours au M1. C'est là-bas, par exemple, que j'ai rencontré Soufiane Oudina. Et depuis peu, je combats avec plus ou moins mon même entourage, mais c'est vrai que je combats pas pour une team, je représente pas une team et mon équipe n'a pas changé par contre. Tu veux une anecdote sur Oudina ou pas? Il a été dit par Cyril Diabaté qu'en Thaïlande, j'ai attrapé des staphylocoques, ce qui est entièrement faux. Le projet zéro, il est derrière Oudina. Et je peux vous assurer que ce qu'il avait attrapé là-bas, c'était très grave. Et deuxième chose, sachez que c'est le premier patient Covid de France. Il a attrapé le Covid là-bas, non mais véridique. Il a attrapé le Covid là-bas et lui, il ne savait pas trop ce que c'était, il s'amusait à nous tousser dessus. J'avoue, je suis quelqu'un qui tombe rarement malade, mais quand je tombe malade, je peux inventer des maladies, ça m'arrive. Des maladies costauds. Mais il ne faut pas oublier que Mika, il a refourgué la conjonctivite à tout Tiger. C'est-à-dire que quand on est rentré, ils ont fermé le Tiger, ils ont désinfecté, donc il y avait des images en live sur Insta et tout. Et au Tiger, ils n'avaient pas besoin de fumer ou boire pour avoir les yeux rouges à cette époque. Je peux te garantir. Donc c'est pas bon d'être dans une même voiture que vous par exemple? Ah non, là, je peux te dire que t'as chopé un truc sûr. là c'est sûr. Ça, c'est le fameux sac collector. On est frères jumeaux avec Karl maintenant. Et je dis ça en toute amitié. Hein. Eh ben, écoute, là on est au Mamoudi Gym, donc là c'est la section MMA et le cours va être dirigé par Nicolas Haute et puis derrière viendra les sparring MMA. Et vous pouvez voir une belle conjonctivite, Chita. Si je suis là et je fais une droite vraiment académique bien et je suis là et je suis sur mes appuis et la droite je la mets juste là, en fait c'est dur pour Mika de rentrer. Donc ils préparent tous des échéances et ils ont tous leur façon de travailler par rapport aux échéances. Et l'idée c'est que dans les différents thèmes qu'on va mettre en place aujourd'hui, chacun puisse travailler son game plan par rapport au combat. Mika il va combattre sur 3 rounds de 5 minutes. Donc on va faire 3 rounds de 5 minutes en MMA. Et lui son objectif ça va être d'appliquer la stratégie du combat. Et moi mon objectif ça va être de lui mettre des sparring partners qui vont pouvoir reproduire un petit peu les aptitudes de Romain. Soufiane, sois généreux sur la droite.
Sois généreux. Pouf. Sois généreux. Pouf. Voilà, voilà. Ok? Sois généreux pour que lui, ce soit facile. Et Romain, il est généreux sur la droite de toute façon, donc sois généreux. Pour finir, en frappe ou en solution? Yas, tu vas faire un avec Mika. Mets un coup de nettoyage sur les gants et il y a un truc pour ça. Le produit là-bas, c'est parce qu'il y a un gars ici qui a une conjonctivite. C'est le patient zéro. Et du coup, pour éviter que j'attrape une conjonctivite, tous les gars qui ont tourné avec lui, je leur fais laver les gants. Parce que je suis au régime et forcément mon système immunitaire il est un peu faible. Donc voilà, si on peut éviter de s'attraper des trucs, c'est mieux. Yacine, tu fais ton jeu, pas trop de jambes et beaucoup de bras arrière. Et tu te fais pas amener. 3, 2, 1, on se met en place, go! Yacine, c'est bien. Le bras arrière plutôt droit. Non, pas trop en crochet, Yass. Voilà, ça c'est beau. C'est ça que je veux. Celui-là. Oui. Très bien, Yass, très bien. Non, c'est Ninja Warrior. Il y a des obstacles. C'est bien. Mika, on reste concentré. Va contre la cage, Mika, profite-en. Soit très haut, soit très bas. Rappelle-toi, ici, c'est dur. Oui. Maintenant, on garde. Dans un premier temps, juste on garde, Mika. Très bien, n'oublie pas que s'il veut se relever, il y a un moment, il va mettre le coude sur le sol, Mika. Contrôle diagonal, si on peut avoir. Contrôle diagonal, une menotte d'un côté. Si on peut avoir une menotte, on prend la menotte. Oui. T'as un décroché? Non. Ok. Il y a la menotte, on tire. On aplatit. Le genou, tu peux mettre au sol juste ici. Très bien. Et on pèse, Mika. Avec ta hanche, on pèse. Ça fatigue. Qu'il soit crevé si jamais ça se relève. Là, tu peux crocheter ici, Mika. Tu peux la crocheter, celle-là. 15 secondes. Ça s'est passé dans la difficulté. Des sparring d'expérience avec Bouganem. On ne vous le présente pas en pied-point. Je pense que c'est ce qui se fait de plus dangereux aujourd'hui. Dans la KTD 84 kg en pied-point. Après, du sparring avec Kevin. La stratégie là, comme ils étaient meilleurs que moi en pied-point, d'acter sur les courtes distances, donc dirty boxing ou la lutte. Et c'est ce que j'ai essayé de faire dans les 3 rounds. Je suis plutôt satisfait. Là, d'après ce que je vois, avec des gros sparring en plus, qui envoient et qui sont un peu méchants, il arrive à s'en sortir, il arrive à les amener au sol assez facilement, il remonte facilement, il récupère entre les efforts, il n'y a aucun problème. Pourquoi tu remets pas? Pourquoi tu laisses comme ça? Tu mets le plus sur le côté, c'est bien. Le kick intérieur. Bravo. Attention les gars, attention. Mika, voilà, là tu vas pas te faire sweeper. Stop. Ça va, Oudi? Champion. Merci frérot. Votre champion à nous. On est tous des champions. Je suis partenaire de Michael Lebou. C'est un partenaire très dur au mal. Je le trouve très technique au sol. Il a beaucoup de compétences aussi en striking. C'est un très grand guerrier. Et voilà, je lui souhaite le meilleur pour la prochaine guerre. Je suis pas fatigué. C'est ce qu'on disait, on a l'impression que la séance est courte. Ouais, ça fait 20 minutes.
une galère, mec. Si je suis venu aussi chez Nicolas, c'est parce que Nico, il a pour habitude, je crois qu'il y a une vidéo qui tourne de lui, il dit à un moment donné aux combattants, venez les gars, on se fait un cadeau, on se fait pas de cadeau. Aujourd'hui, quand je fais des sparring comme ça, je sors de l'entraînement, en vrai de vrai, je sais que je suis prêt, tu vois. Très satisfait de Michael. Donc on sait que Romain, c'est avant tout un striker, il fait tout, mais c'est avant tout un striker avec un gros bras arrière. Donc on l'a fait tourner avec Yacine Bouganem, champion du monde de boxe thaï, avec beaucoup de strikers en fait, pour se préparer à cette éventualité. Après on sait que Mika a beaucoup d'expérience en MMA, très complet, il est capable de boxer, il est capable de lutter. Et donc notre but c'est pas de changer Mika, c'est juste qu'il soit prêt au jeu adverse et qu'il puisse s'adapter en fonction de ce que va lui proposer Romain. On n'a pas la même tête à l'aller comme au retour. Hein. Ah, grosse séance. Et on va rentrer, on va manger, après on va se faire un petit podcast. KSW, c'est une organisation polonaise que je connais bien, puisque on va dire que les vrais gros débuts pro que j'ai commencé à faire sur les grosses orgas, c'était en Pologne à l'époque. Et j'ai même gagné un adversaire, à l'époque c'était en 77 kg, qui commente désormais au KSW et qui est combattant au KSW. Il s'appelle Albert Odzinkowski. C'est, je pense, en termes de show et de spectacle, l'organisation numéro 1 mondiale. Et réellement, je pèse mes mots quand je dis ça, mais je pense que sur le côté spectacle, mise en valeur des combattants, le côté ludique autour du spectacle, c'est vraiment le KSW qui détient la Palme d'Or. Je pense qu'ils font toujours des gros événements. Pour donner une idée, Bercy c'est 13 000, donc ce que fait l'UFC. Et le KSW dit, nous on attend entre 20 000 et 30 000. On sait déjà qu'ils ont annoncé un concert. Et j'affronte Romain Debienne, donc ça sera normalement le co-main event. Romain Debienne, combattant de la team Voirin qu'on ne présente plus, et combattant qui engage ses combats, j'ai pas envie de dire que c'est pas un fin technicien, c'est pas pour l'insulter, mais c'est quelqu'un qui vraiment combat pour combattre. Il aime le combat, il a envie d'en finir, il a envie d'en découdre. Donc ça va être un combat engagé. Il a quelque chose dans les points que je respecte. Voilà, il a montré à plusieurs reprises quand il touche, il peut faire mal. Donc ça va être un beau combat face à quelqu'un de plus jeune que moi. Il faudra aussi me méfier un peu de ses capacités athlétiques et sa tonicité, mais ça risque d'être un très très beau combat bien explosif. Qui veut découvrir? Oudi. On vient de manger, je me suis reposé. Et là, on va faire le AB Show avec Aboubakar Batili, champion du RS chez les heavyweight, donc chez les poids lourds. Et on va recevoir aujourd'hui Stéphane Hatch et Saladin Parnasse, on les attend. Ils sont un peu en retard, mais c'est pas grave. Ça retèque la coupe. T'as regardé ou pas, Arthur? J'en sais plus là, j'ai coupé mes cheveux. Aboubakar, c'est un partenaire d'entraînement. On s'est liés d'amitié et on a fait ce podcast. Mais nous, on a un hebdomadaire et des fois des invités. Et donc, on enregistre nos podcasts ensemble et c'est un plaisir de le faire. T'as eu un AB double casquette, un combattant, ingénieur son. Toi aussi, t'as combattu au 100% fight, AB? Bah oui. T'as fait le contender? Contender 100% fight. T'as eu la ceinture? Ouais. Contender aussi? Contender, On est tous champions du contender. Moi, dès que j'arrive dans une orga, je prends la ceinture. Ah! Est-ce que là, tu m'envoies un pic? Non, Et j'ai envie de dire que notre mot d'ordre, c'est sincérité. On dit toujours ce qu'on pense. Notre but, évidemment, c'est pas de blesser les gens, mais au moins on dit ce qu'on pense. Et puis après, on est ouvert au débat, etc. Oh, moi, bah ouais, c'est donc vrai. Les professeurs viennent en Porsche. Ça va, Saladin, toi? je crois que l'ami c'était que toi. Je me dis, j'ai repris l'émission tout seul. Elle a investi, hein. Il y a un canard. Salut frérot, ça va? Ça va bien? Toi, t'es pas là pour faire les poches, frérot. Hein? Non. Non, je suis bien. Tu pars plus en bas. Mesdames et messieurs, bienvenue à tous sur ce nouvel épisode. Monsieur Stéphane Hatch, grand monsieur du MMA français. Tu démarres bien. Je sens que ça va très très bien. Je sens que cet épisode va être collector.
avec Saladin Parnasse, double champion du KSW. On va revenir sur le 100% fight et quand on regarde un peu aujourd'hui les combattants français qui performent, hein, même au plus haut niveau aujourd'hui, je pense à Nassour Imavov et à Saladin Parnasse, Francis Ngannou. Mais c'était d'autant moins évident qu'à l'époque on n'entendait pas parler de MMA, on parlait que de Pancras. C'est un vrai kiff, ils sont tous passés par chez nous et aujourd'hui de les voir au plus haut niveau, c'est une fierté comme je le disais. Et tu prends l'exemple de Saladin Parnasse. Et c'est ce que je dis à tous les gamins qui viennent s'entraîner. Vous voulez réussir, donnez-vous à 100%. Bon, sauf que lui, il a 120%. Mais sinon, 100%, ça pourrait suffire. Mais en fait, ce qui est le plus dur pour le champion, je trouve, c'est que tous les mecs que tu affrontes font le combat de leur vie. Et c'est ça qui est dur en fait. C'est que eux, ils se préparent comme ils se seront jamais préparés. Alors que quand toi, t'es champion, en fait, ça devient ton quotidien de défendre ta ceinture. J'ai pas cette pensée-là. Pour moi, moi aussi, je le prends comme le combat de ma vie. Chaque combat, donc... Pour moi, c'est rien qui change. J'ai toujours la même grinta et je m'entraîne à fond pour être le meilleur combattant. Et Wilson, il est arrivé au KSW numéro 1, donc c'est même pas question d'avis, c'est question de compétition après. Donc il va être le premier, mais c'est moi le premier, je vais pas le laisser. Ouais, forcément. Et ce qui serait bien, c'est de mettre l'accent sur le fait que ce soit Salah qui a ramené le KSW en France. Ouais. Et ça, je pense malheureusement, on n'en parle pas assez. Et aujourd'hui, un paquet de combattants ne veulent plus signer l'UFC, mais veulent signer au KSW. Ouais, alors que. Donc nous, on est très fiers de ça. Et encore une fois, si Salah ne serait pas parti faire des guerres contre des Polonais, on n'en serait pas là aujourd'hui. Et surtout performer contre ces Polonais-là. Et des biennes. Comment est-ce que tu vois ce combat? Après, c'est dur, hein. Il y en a un qui va plus à la bagarre, il y en a un qui est plus intelligent. Le fight IQ est plus développé. Donc, l'expérience fera que. En tout cas, on a hâte d'y être, je pense, toi comme moi, on s'entraîne dur, donc soyez présents. Ciao les gars. C'est bon, vraiment. Bon, c'est sympa. Sympa. Vous avez des croustilles? Moi, ça va, on a. T'as vu? Écoute, on a été invité très, très gentiment par Mika et AB. Voilà, une émission qui tient la route. Ça va certainement faire plus d'1 an qu'ils sont là, donc on leur donne un peu de force. On parle des différentes actualités, là, entre autres celle du KSW qui va arriver le 20 décembre. Et d'ailleurs, Mika fera partie de cette aventure, puisqu'il est co-main event. Et Mika, c'est quelqu'un que je connais depuis près de 15 ans, qui a commencé sur notre circuit, le 100% Fight, le Contenders pour être plus précis, qu'il avait gagné. Et il a montré qu'il avait de quoi aller taper les plus grandes de ce milieu. Donc Michael Lebou qui finira peut-être sa carrière sur cet événement-là, peut-être pas. En tout cas, il le mérite, c'est un grand combattant et voilà, beaucoup de respect pour ce combattant-là. Là, je désarrête bien les chaussures sur les marches blanches. Oh merde! Oh putain! Arrête de faire genre vas-y! Non, j'ai zappé. Donc le tournoi du Contender, en fait, il est tombé après que j'ai fait ce premier combat pro contre Loïc Marty. Hatch fait les tournois Contender, moi je le visais absolument ce tournoi parce que c'est un tournoi qui était intéressant. Et moi je combattais chez 77, c'était l'occasion de faire 3 combats dans la soirée, donc potentiellement augmenter son palmarès de 3 combats. Le premier tour, donc je tire Yacine Daji, je gagne ce combat sur un juji. Deuxième combat, Damien Lapillus. Damien Lapillus, combat âpre, engagé, ça va à la décision, je gagne. Et enfin, je fais la finale contre celui qui était le favori, Maxime Cotel de haute tension, qui avait déjà performé sur des Jiu-Jitsu Fighting. Et je gagne par soumission ce combat et je deviens champion des Contenders, donc incroyable. Ah bah c'est quand l'arbitre ferme la cage et vous dit go, même si vous êtes ultra favori ou même si vous êtes ultra challenger, il faut savoir que c'est là que tout se joue. Et c'est à cet instant-là qu'il faut être prêt. Et c'est ça qui est beau dans ce sport, c'est que rien n'est écrit. Et c'est un peu ça qui est dans la vie. Souvent on dit écris ton histoire, écris ci. Et souvent c'est quelque chose qui ne prend pas son sens parce que c'est des choses qui se font sur des années et des années. Alors que quand on combat, ce qui est cool, c'est qu'on le fait à l'instant T et l'écriture se fait à l'instant T. Et le résultat est à l'instant T. Et ça, c'est génial. Il ne faut pas comparer le pancras qui était réalisé par des professionnels
avec aujourd'hui le format amateur MMA. C'est pas pareil. On était sur des rounds de 5 minutes, tous les coups étaient autorisés, toutes les clés étaient autorisées. On avait des projections, j'ai pas le souvenir que quelqu'un soit fait disqualifier sur un slam. On l'a vu au 100% Fight à l'époque, ça passait entre les cordes. Et encore une fois, hein, on aurait été les premiers contents à pouvoir se servir de la cage. Sauf que nous, quand on arrivait au sol, on n'avait pas la cage pour se relever. Donc non, ça avait ses avantages, ça avait ses inconvénients, mais on ne peut pas dire que c'était moins dur que le MMA. C'était différent, mais c'était pas moins dur. Je sais pas si tu te souviens, mais tu avais failli m'arriver en pleine poire lors d'un de tes combats au 100% Fight. Non, mais si j'ai dû t'arriver en pleine poire, ça doit être forcément un combat que j'ai fait contre Léon Kenge, parce qu'il me semble que c'est le seul gars qui a réussi à m'amener au sol. Donc, je pense que c'est ce combat-là, et non, j'ai pas le souvenir de ça. Ouais, j'ai beaucoup de passion. Après, de manière générale, je suis quelqu'un de curieux, mais j'aime beaucoup les sports de sensation, le kitesurf. En ce moment, je me suis découvert je sais même pas s'il faut que je le dise tellement ça fait sport de vieux, mais je kiffe le paddle. Je fais beaucoup de paddle avec mes amis. Après, tu vois, par exemple, je passe mon temps à bricoler et j'aime bien faire des Lego. Tu peux le voir avec cette fantastique tour Eiffel. Collectionner les pièces de 2 €, c'est un kiff. Après, je lis des livres, le cinéma, les week-ends, des choses simples en vrai. Ça en cumulé d'heures, pas d'affilée, mais je pense qu'on n'est pas loin de 36 heures. Et vous avez ce joli résultat. Et ça, c'est quelque chose qui m'apaise beaucoup. J'aime bien, pendant les préparations, avoir un Lego à faire. Parce que souvent, le soir, tac, je fais une petite heure de Lego, je suis tranquille, je vais me coucher. Le lendemain, je me réveille, je vais à l'entraînement, etc. Et c'est quelque chose qui me détend, en fait, tout simplement. Et voilà, c'est mon kiff. Après, je sais pas quoi en faire. Donc du coup, quand ils sont montés, ça me fait trop mal au cœur de les démonter. Donc du coup, je les stocke là-haut dans une pièce. Et voilà, je vous emmène dans la caverne d'Ali Baba. Quand mes neveux ils viennent ici, ils sont ouf. Et donc c'est ce que je te dis, tu vois, j'aime bien monter les Lego, mais après je sais pas quoi en faire. Et c'est impossible pour moi de les démonter parce que trop d'amour. et du coup, je les stocke ici. Donc un peu geek quand même, c'est le côté un peu geek peut-être. Tu vois, du truc. Ouais, tu vois, c'est pas mal. Et regarde. Tac, t'as la petite cassette à l'intérieur et tout, tu vois. Il y a vraiment un truc, tu vois. Et tu vois, t'as la Adidas, elle est mortelle. La petite pièce où je stocke tout, malheureusement, j'ai pas le temps d'y jouer. Et j'ai pas le temps de venir souvent ici, mais elle est juste à côté du AB Show. Donc à chaque fois qu'on va faire les podcasts MMA, on passe par cette salle de jeu. Mais on n'a pas le temps d'y jouer. Et là, si tu me filmes en train de regarder mes Lego, je vais en prendre pour 10 ans. Mais au moins 10 ans. J'ai des amis qui sont très très taquins. Ils vont faire des montages et tout. Je préfère pas trop en faire autour de mes Lego. Je les monte, ensuite je les stocke, mais je les admire pas. Mais t'assumes quand même. J'assume d'aimer les monter. Après, croyez-moi, je viens pas ici les regarder. Genre, je suis pas en train de faire les poussières autour d'eux. C'est juste un kiff de les monter, etc. Et écoutez, ça c'est improbable. J'ai mis une soudure avec Dan Hardy. Dan Hardy, c'est un ancien combattant très connu de l'UFC qui a notamment affronté Georges Saint-Pierre et qui est actuellement le matchmaker du PFL. Et en fait, on discutait et il m'a dit écoute, je viens de voir que tu adores les Lego et tout, parce qu'il avait vu mon truc sur la Tour Eiffel sur Insta. Il m'a dit mais moi aussi, je suis fan des Lego, et il m'a montré toute sa collection de Lego. Et il m'a dit depuis peu, parce qu'il est marié à une combattante de l'UFC qui s'appelle Véronica, mais j'ai oublié son nom, je vais l'écorcher donc je vais pas le dire. Et il me dit depuis peu, elle aussi, elle est à fond dans les Lego, mais elle a fait les Lego fleurs, etc. Donc du coup, je connais au moins un combattant qui fait des Lego comme moi, donc je ne suis pas tout seul et je suis plus à l'aise pour en parler avec vous. Il n'y a aucun problème, j'assume tout à fait d'aimer les Lego. Première défaite avant la limite, je vais être honnête avec toi, je ne l'ai jamais comptabilisé dans mon cœur comme une vraie défaite. Parce que c'est un combat que je dominais, c'est un combat pour lequel j'aurais dû sortir vainqueur. C'est contre Elijah Bokeli lors d'un 100% fight. Et pourquoi je ne la comptabilise pas comme une défaite? D'une, c'est parce qu'on m'a arrêté suite à un saignement mais qui est ridicule par rapport à ce qu'on peut voir aujourd'hui en MMA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'avais ce saignement, on ne me demanderait même pas, ça ne viendrait même pas à l'esprit d'arrêter le combat pour ça.
Et la deuxième chose, c'est parce que cette blessure, elle n'est pas survenue sur un coup, elle est survenue sur un fait de combat où, au moment où je vais tenter une projection, à l'époque, on combattait sur des rings et il y avait des cordes donc horizontales. Et pour maintenir les cordes horizontales, vous aviez des raidisseurs qui permettaient de maintenir l'équidistance de ces cordes horizontales. Et du coup, je me suis coupé en fait l'arcade sur ça, une petite ouverture. Et en fait, Fernand Lopez fait quelque chose. Moi, en plus, je suis combattant. Je connais pas du tout les règles. Je sais même pas si ce qu'il fait, c'est autorisé, pas autorisé. J'ai une petite blessure et il me met un bandeau, mais d'au moins 3-4 rubans autour de la tête. Et en fait, dans sa stratégie à Lopez, il savait que c'était interdit. En plus, il me semble même lui qui formait le corps arbitral. Et donc, du coup, il savait très bien que ce qu'il faisait était interdit. Mais pour lui, en fait, c'était le fait de mettre une pression sur la plaie, allait faire que le saignement allait arrêter et c'était juste pour gagner du temps. Et donc, Fernand Lopez avait tenté une petite filouterie qui n'a pas marché. Et c'est comme ça que j'ai eu cette ouverture et c'est sur ça que, comment dirais-je, on m'a arrêté. Surtout quand on regarde la physionomie du combat, on était à la fin du deuxième round, je crois, au début du troisième round, je ne sais plus. Je dominais assez nettement le premier et le deuxième, mais largement. Combattant que je respecte, hein, mais qui pour moi ne m'a jamais gagné. Voilà, c'est pas contre lui ni rien, c'est vraiment un combat que j'estime avoir gagné. Michael, Elisa, on va dire un mot. Oh, Michael, tu vas où? Il y a de l'animosité entre toi et moi. Il y a un souci entre toi et moi. Ok, c'est avec l'arbitrage. Je dis que c'est pas contre lui, mais c'est vrai qu'à la fin du combat, on a l'impression qu'il prend ça mal parce qu'il comprend pas lui-même ce qui se passe et il te demande mais il n'y a pas de problème entre nous, Michael. Exactement. Mais c'est normal parce qu'après, il faut comprendre la déception. En plus, j'ai quand même, je crois, pratiquement 12 ou 13 ans de moins que maintenant. Donc ça ne me rajeunit pas, mais je devais avoir 24 ans, 25 ans. Donc forcément, on n'a pas la même gestion des émotions. Et c'était tellement injuste en fait. Mais voilà, mais effectivement, j'ai rien contre lui. Et d'ailleurs, pour la petite histoire, 2 ans après, une fois, j'étais à Montpellier en soirée et il y a quelqu'un devant moi. Il se retourne, il me regarde, je le regarde et c'était Elijah qui était là. Et du coup, on a passé un morceau de la soirée ensemble. Donc pour vous dire qu'il y a vraiment rien entre lui et moi. Je pense que le combat, on aura pu continuer. Félicitations à Elijah et je ferai la revanche. Quand vous avez une défaite, il faut comprendre qu'elle sanctionne votre palmarès. Donc ça, c'est à l'instant T. Bien souvent, une défaite est accompagnée d'une blessure parce que soit vous avez pris trop de coups, soit vous avez une blessure qui fait que vous avez arrêté le combat. Donc ça, c'est la deuxième sanction. Et la troisième sanction, c'est une sanction invisible, c'est celle du plan mental, psychologique, parce que derrière, souvent, avant un combat, par exemple, vous faites des frustrations, etc. Et le fait d'être en défaite, votre seule récompense, ça va être par exemple d'aller manger. Vous allez beaucoup trop manger, par exemple. Et enfin, le quatrième aspect, c'est le business. Ça sanctionne votre business. Une défaite, c'est la moitié de votre prime qui saute. Parce que souvent, quand on négocie un contrat, on a ce qu'on appelle le flat, c'est le fixe, assujetti à un bonus, win, ce qu'on appelle. Donc quand vous gagnez le combat, vous gagnez votre bonus. Mais quand vous ne gagnez pas le combat, vous n'avez pas le bonus. Donc déjà, vous divisez votre argent par 2 à l'instant T. Et puis derrière, quand vous allez recombattre, on va vous dire, bah oui, mais tu es sur une défaite. Donc du coup, on va essayer de vous faire comprendre que vous n'êtes plus dans le coup ou que du coup, vous avez perdu des places au classement mondial et donc du coup, vous valez moins d'argent. Donc voilà ce qu'une défaite engendre pour un combattant. Et c'est très difficile de perdre. Souvent, je n'aime pas revenir sur les défaites parce que quand on donne des explications ou on essaye d'expliquer le contexte de la performance, les gens ont le sentiment qu'on se trouve des excuses. Et c'est pour ça que j'ai du mal à expliquer que des fois, je suis parti combattre avec le nez cassé, par exemple. Chose que si j'avais à coacher quelqu'un, jamais je l'enverrais coacher parce que je sais qu'on est à peine à 30 ou 40% de ses capacités. J'en ai jamais parlé. Au M1, par exemple, j'avais perdu ma mère même pas 6 ou 7 semaines avant, 6 semaines avant le combat. C'était un 13 juillet et je combattais fin août. Je crois que c'était le 28 ou le 30 août, quelque chose comme ça. Et j'ai fait une prépa en plein été, personne n'était là, je venais de perdre ma mère, j'étais pas forcément... Et en fait, je me suis réfugié dans l'entraînement, c'est ce qui m'a permis aussi peut-être de ne pas penser à ça, de ne pas penser au décès ou autre. Mais la réalité, c'est pareil, c'est que quand on fait le bilan de la chose 3-4 mois après, alors c'est beaucoup plus facile de le faire à froid, mais on se rend compte qu'effectivement, le jour de la performance, on ne pouvait pas être à 100%. C'est impossible. Et ça, voilà, c'est des choix que j'ai faits, que j'assume, et ça ne justifie pas le fait que j'ai perdu. Si j'avais été meilleur que mon adversaire ce soir-là, j'aurais gagné.
Mais c'est ce qui explique peut-être le contexte de la contre-performance, ce qui explique que mon corps a lâché ce soir-là. Cette défaite a été difficile aussi parce que j'ai perdu, parce que je pensais déjà à la victoire et cette victoire, je pensais pouvoir la dédicacer et je ne l'ai pas fait. Donc ça aussi, ça a été quelque chose de dur parce que je ne me suis pas senti à la hauteur de ce que j'espérais. Et voilà en quoi une défaite peut être dure. C'est que souvent, on oublie que derrière, il y a un humain qui vit des choses. Et parfois, quand on juge les choses, mais même moi, parfois, je le fais dans mes podcasts, etc., je me rends compte que parfois, j'occupe trop facilement le côté humain et trop facilement la vie qui entoure le combattant. Écoute, là on quitte Vitry-sur-Seine pour aller à Saint-Maur, au Game Training Club. C'est là où je fais toute ma préparation physique et j'ai confié ma prépa justement à Sébastien Charter. J'aurais aimé avoir la chance qu'ont aujourd'hui les jeunes, c'est-à-dire de commencer le MMA et que j'ai un nutritionniste tout de suite qui me dit voilà comment m'y prendre. Parce que ça, c'est des choses qui sont basiques aujourd'hui pour les jeunes qui arrivent, mais il faut bien comprendre que nous, à l'époque, on avait un gars de la boxe taille, mais qui ne faisait la boxe taille que dans le cadre de la boxe taille. Et donc, il n'avait pas forcément cette gymnastique intellectuelle de se dire moi, je vais enseigner la boxe taille adaptée MMA. Et aujourd'hui, les jeunes, ils arrivent et j'ai envie de dire, on a ouvert un peu toutes les portes. On a aussi bouché des portes où on s'est dit ça sert à rien, ça. Et donc, du coup, en termes de gain de temps, je pense que dans une carrière, ils gagnent facile 3-4 ans. S'ils écoutent les bons conseils, ça va tout de suite plus vite pour eux, notamment sur le début d'une carrière. Et on n'utilisait pas les réseaux de manière à titre lucratif. Alors qu'aujourd'hui, les jeunes ont très bien compris que ça pouvait être une source de revenus, chose qu'on n'a jamais considérée, nous, quand on combattait. Et la deuxième chose, c'est que nous, c'était déjà une chance de combattre. C'est-à-dire que les opportunités de combat étaient rares. Et donc, quand il y avait un combat qui était sur lequel on nous proposait, le but, c'était d'être sélectionné pour aller combattre. Alors qu'aujourd'hui, il y a une offre qui est tellement grande qu'en réalité, le rapport de force, il a changé. C'est-à-dire que c'est un peu l'offre et la demande. Aujourd'hui, les combattants, même les combattants amateurs, sont courtisés dès lors qu'ils ont un minimum de hype. Et donc, du coup, c'est pas qu'ils font les princesses, mais ils essayent de se vendre un peu. Et je sais pas te dire si c'est bien, si c'est pas bien. Mais par contre, c'est vraiment ce que j'observe, les différences majeures entre nous et eux, c'est ça. C'est qu'eux, ils se contentent pas de combattre, ils veulent combattre et retirer le maximum de choses du combat. Que ce soit financièrement ou que ce soit à titre sur les réseaux ou autre. Ils sont toujours à la recherche d'autre chose que le combat en lui-même. Il y a plusieurs thèmes, il y a d'abord un thème échauffement, après il y a un thème résistance, et après il y aura un thème un peu plus explosif. On va beaucoup travailler sur les fentes aujourd'hui, unilatérales. D'abord en résistance et un petit peu en explosivité après. Sans que ça fasse ça. Il faut vraiment que tu ailles vite. Bam, tu vois. Allez, épaules comme ça. Voilà. Un peu plus de bruit au sol. Ok. Sans le frottement que j'entends là. Allez, plus vite encore. Ok, allez, encore plus vite. C'est mieux. Ok, récupère. On a fini avec ça. Là, je le sens un petit peu fatigué. Beaucoup de positions similaires à ce matin, que j'ai voulu reproduire, mais avec des charges cette fois-ci. Voilà, la séance est basée sur 2 phases. La phase un petit peu plus résistance au début. Là, on va essayer de mettre un petit peu plus de vitesse. Bon, ça devrait aller, je sens qu'il est bien quand même. Sinon, je diminue un petit peu le nombre de séries et on s'adapte toujours. C'est plus fort. C'est mieux. Allez. Bien Mika. Bien joué Mika. Tu vois, c'est là que je me dis pourquoi on n'a pas fait la sieste. Ouais. Reste stable. Ouais. Magnifique. Non mais là il est bien. Au moins il est déjà prêt. Là on peaufine un petit peu les détails. Mais 4 semaines c'est large. Il n'a jamais été aussi prêt, aussi vite je pense. Il connaît bien son corps. Je le connais par cœur.
Pour moi, il est déjà prêt. Arthur, il fait pas le KSW lui hein. Exactement, Oudina il fait mal, moi je fais bien et après j'ai l'impression d'être archi fort. C'est dur avec ton camarade. C'est mon meilleur ami. Il me refile des trucs et tout, des staphylos, le Covid. Ah, regardez, tu peux lever ton t-shirt ou pas? Ah, je vais montrer un truc Arthur. Mais vas-y, un petit champignon qui nous a caché. Ouais, vas-y. On dit pas que c'est toi, t'inquiète, je te fous le visage. Il a fait, j'ai vu un rond ici, mon gars. Bah, tu t'en es bien sorti. Quel rond? Hein? Les ronds ici. Ouais, mais c'est lui qui te montre celui du ventre. La boudaine? Non, le petit rond là, ici. Eh, vas-y, arrête. Bon écoutez, j'espère que vous avez apprécié la journée avec Mickaël Lebou. Ce matin les sparring, le AB Show et ce soir la prépa physique. Vous avez vu un peu mon univers. Vous avez vu les copains, l'ambiance. Je vais donner le meilleur de moi-même. Je vais être prêt comme à mon habitude. Je vais faire une véritable guerre dans la cage. Soyez présents, KSW 101. Je rappelle le main event Saladin Parnasse contre Varela. Et moi, je chauffe la salle avant ce combat. Ça sera contre Romain Debienne. Venez nombreux, venez me soutenir. On va foutre le feu.